D'abord, je suis ravi de vous retrouver sur l'antenne de Radio Classique et d'LCI et ravi de retrouver Jean-Pierre Chevènement. Un soupçon de flagornerie, c'est pas dans mon genre. Avec Bruno Le Maire, vous êtes un des rares hommes politiques à écrire des livres politiques qui sont intéressants. Celui-là s'appelle 1914-2014, l'Europe sortie de l'histoire. On va en parler évidemment juste après l'actualité. Ravi d'être avec vous. Cette situation autour de la petite Leonarda, on a un peu le sentiment d'un cafouillis absolument gigantesque. Je sais que vous avez donné raison à Manuel Valls, mais d'abord, est-ce que vous lui réapportez ce matin votre soutien et comment sortir de cette impasse invraisemblable entre deux gauches finalement qui s'affrontent? Je porte mon soutien à la loi. Il n'y a pas de pays où il n'y ait pas une loi qui s'applique au séjour. Donc voilà, cette loi, elle doit être respectée. Nous assistons. Donc Valls a raison depuis le début. Il a tout à fait raison. Alors, il a demandé une enquête pour qu'on éclaircisse effectivement les conditions dans lesquelles cette jeune fille a été reconduite. Il apparaît que c'est à la demande de sa famille, de sa mère précisément. Et par conséquent, il y a aussi un principe, c'est qu'on ne sépare pas les enfants de leurs parents dans une affaire de ce genre. Il faut le comprendre. Nous assistons quand même au triomphe du mensonge, le père, de l'émotion, les médias, certains médias, et puis de l'irresponsabilité. C'est-à-dire que le Parti socialiste doit quand même nous dire si en matière d'immigration, sa doctrine est celle du réseau éducation sans frontières. Est-ce que c'est le sans-frontiérisme ou est-ce qu'au contraire, c'est le respect d'une loi qui, quand même, est... Mais il parle des valeurs. Regardez, Barthelone, Harlem Désir et un certain nombre de hauts responsables du Parti socialiste attaquent carrément Manuel Valls. Même Vincent Peillon, qui est ministre de la République, l'un des plus importants, attaque Manuel Valls au nom des valeurs contre... Mais de quelles valeurs? Le respect de la loi est bien la première valeur de la République. Parce que si on ne respecte pas la loi, il n'y a plus de valeur républicaine. La loi, elle est là pour protéger. Lacordaire disait, c'est la loi qui protège et c'est la liberté qui opprime, dans le poulailler libre. Donc le respect de la loi, et en l'occurrence la loi sur le séjour, elle tend à faire en sorte que soient pris en compte les intérêts des 3 200 000 chômeurs qui existent en France, et au-delà de tous ceux qui peuvent être menacés par une libération totale. Mais tout à l'heure, Jean-Pierre Chevènement, vous venez de parler de poulailler libre. Effectivement, la formule est drôle, mais on y est en plein dans cette situation-là. Et en plus, vous voyez que ça fait monter le Front National. Hier, Jean-François Copé a eu cette formule, c'est le PSFN. Enfin, il y a une sorte de trouble général. Je n'accepte pas cette formule, mais il faut rendre attentif des gens qui sont certainement généreux quand ils sont jeunes, surtout, quelquefois manipulés, il faut bien le dire. Vous parlez des lycéens actuellement qui sont dans la rue cet après-midi. Je parle des lycéens, et il est très facile d'utiliser la générosité de la jeunesse pour l'orienter vers certains objectifs démagogiques, pour déstabiliser le ministre de l'Intérieur, dont la tâche est rude. Mais prenons quand même garde au fait de ne pas faire le jeu à terme du Front National, en lui donnant le spectacle d'une gauche qui n'aurait rien appris et rien oublié. Mais c'est d'ailleurs un des arguments de la droite qui est en train de dire aujourd'hui, à force Non, c'est mon argument. Oui, d'accord, mais pardonnez-moi, je suis là aussi pour vous poser des questions. La droite, aujourd'hui, non seulement elle reprend le Front National historiquement en disant c'est la faute de Mitterrand, mais alors maintenant, elle déverse la responsabilité globalement... Pardonnez-moi, elle déverse la responsabilité globalement de la montée du Front National sur la politique qui est celle de François Hollande. Mais nous allons voir ce qu'est cette politique, puisque le président de la République va certainement s'exprimer au terme de l'enquête administrative. Et je suis sûr qu'il fera œuvre de pédagogie républicaine. Et vous n'avez pas le sentiment quand même d'un gigantesque désordre, parce que vous nous parlez tout à l'heure des jeunes étudiants ou des jeunes lycéens qui sont manipulables. Enfin, Claude Barthelone, il n'est pas ni jeune, ni lycéen, et il est président de l'Assemblée nationale. Il est encore jeune. Donc, je l'invite non pas à vieillir, mais à prendre peut-être un peu de recul par rapport à tout cela. Encore une fois, l'idéologie sans papieriste ne peut pas être celle d'un parti de gouvernement. C'est important ce que vous dites.
c'est une chose dont il faut... Mais pourquoi une partie de la gauche est sortie de cette logique-là? Mais ça a toujours été comme ça. J'ai été ministre de l'Intérieur. Oui, on vous a reproché les sauvageons. Par exemple, qui était un néologisme, un arbre non greffé, où j'expliquais que l'absence d'éducation était responsable du fait que certains jeunes garçons, en l'occurrence un garçon de 14 ans qui avait tué d'une balle à bout portant une épicière à Pavilly-sur-Seine, je me rappelle même l'endroit, en Seine-Maritime, eh bien, j'ai expliqué qu'il confondait le virtuel et le réel, parce qu'on l'avait abandonné depuis trop longtemps devant son poste de télévision, et qu'en appuyant sur la gâchette, il ne se rendait pas compte qu'il allait réellement tuer. Donc voilà, c'est une jeunesse qui est souvent laissée à l'abandon, auquel manquent les repères fondamentaux. Et il y a des confusions qu'il faut savoir dissiper. C'est l'œuvre d'une pédagogie républicaine. Elle n'est plus faite. J'ai une question dernière avant d'aborder le livre qui me paraît importante. Pendant toute la campagne, la droite a accusé François Hollande d'être mou, sous-entendu, parce que c'était quand même ce qui était implicitement dit, de ne pas être au niveau. Vous parlez beaucoup de François Hollande, enfin beaucoup, non, vous parlez de François Hollande dans le livre. Est-ce que François Hollande est un président de la République au niveau? Mais François Hollande s'est présenté comme un président normal, et les Français l'ont élu comme tel. Il ne voulait pas d'un président agité. Et François Hollande est, personne ne le conteste, un homme très intelligent, qui écoute beaucoup. J'ose espérer qu'il prendra les décisions qui s'imposent. Donc il aurait le défaut de caractère que la droite... Parce que vous dites « j'ose espérer ». Ça veut dire que vous n'êtes pas certain. Écoutez, on n'est jamais certain de rien, mais si vous prenez la liste de nos monarques, Louis XI, par exemple, était un homme qui ne parlait pas tous les jours pour faire des proclamations enflammées. Mais il reste comme un grand roi dans l'histoire de France. Donc il faut espérer que François Hollande saura suivre l'exemple de Louis XI. D'accord. Est-ce qu'il est au niveau de l'autre François Mitterrand? C'est un autre François. Un autre, indifférent. Oui, mais vous savez, François Mitterrand a aussi commis quelques erreurs. Ça lui est arrivé aussi. Alors, le livre. Quand je dis le livre, en général, dans une interview politique, on dit ça, les gens disent, bon, maintenant, on va sortir des choses importantes, on va parler... Non, pas du tout. On est au cœur du problème parce que, justement, il y a les attaques de Mélenchon, du Front National sur l'euro. Une des thèses du livre, qui est un livre historique, mais revenons à ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est l'évolution donc de la monnaie unique, l'euro, dont vous expliquez encore une fois que ça est en train de nous étrangler et de faire exploser l'Europe, à une monnaie commune. Est-ce que vous pourriez nous expliquer justement, parce que c'est un peu sophistiqué, la différence qui pourrait être celle de la monnaie unique au passage de la monnaie commune et comment ça pourrait se faire? Alors, avant d'arriver à cela, je vais simplement vous dire que mon livre est une réflexion sur le déclin des nations européennes. J'ai d'autres questions. Non seulement à travers les 2 guerres mondiales, mais aussi à travers le système qui s'est institué, qui les déresponsabilise. Vous connaissez la théorie de Jean Monnet, la haute autorité, la commission, qui a l'initiative de la proposition. Donc les nations sont mises de côté. Et ma thèse, c'est que c'est une erreur de vouloir faire que l'Europe soit d'ores et déjà une nation. Elle ne l'est pas. Elle rassemble une bonne trentaine de nations. Et la monnaie unique est une erreur parce qu'elle juxtapose des pays de structure économique et de niveaux très différents. Donc ça ne marche pas. Et non seulement pour le passé, mais pour l'avenir. C'est un système... Ça a toujours été votre thèse. Mais la question, c'est de savoir comment, parce que vous reprenez même des économistes qui travaillent à la BCE, un dénommé Guillaume, j'ai oublié son nom derrière. Guillaume Durand, peut-être? Non, pas du tout. Non, pardonnez-moi, je n'ai pas cette prétention. Je reprends Hans-Werner Sinn, qui est le plus grand économiste allemand, ou un autre économiste qui s'appelle Monsieur Scharpf, qui est directeur émérite de l'Institut Max Planck. Donc je montre qu'il y a en Allemagne des voix tout à fait discordantes et qui font l'analyse que la monnaie unique rendrait nécessaire des transferts d'un montant tel de plusieurs dizaines, enfin d'une dizaine de points de PNB, qu'elle n'est pas viable et que l'Allemagne n'acceptera pas de payer pour tout le monde, de sacrifier sa compétitivité. Et n'oublions pas que l'Allemagne maintenant exporte davantage vers les pays hors Union européenne. C'est là qu'elle fait son excédent commercial. Donc, il y a une impossibilité historique. La monnaie unique, c'est un tonneau des Danaïdes. Il faudra verser... Sauf que vous ne la tuez pas. Vous dites que maintenant que l'euro est là, il faut passer à la monnaie, à un alors, euro commun. Il faut négocier entre la France et l'Allemagne, qui sont les 2 pays fondateurs de la monnaie unique en 1992-99. Il faut négocier un passage à la monnaie commune, c'est-à-dire à un système monétaire européen bis, avec un chapeau monétaire renforcé, un toit commun renforcé, une monnaie qui sera un panier des monnaies nationales qui permettront les ajustements, avec une dévaluation de l'euro de 20%,
par rapport à ce qu'il est aujourd'hui, beaucoup trop cher, écrasant notre économie, écrasant notre compétitivité. Mais est-ce que vous croyez que Mme Merkel va accepter ça? Est-ce que vous croyez que Mario Draghi va accepter ça? Non. Mario Draghi, il fait ce qu'il peut. Il a pris des engagements, il est très malin, il a une politique de communication. Jusqu'à quand une politique de communication peut remplacer une vraie politique monétaire? Parce que les Allemands ne veulent pas que Mario Draghi fasse... comme aux États-Unis, du quantitative easing, c'est-à-dire de la création monétaire. Quant à Mme Merkel, elle est soumise aussi à la pression de son électorat. Et il y a dans l'électorat allemand des forces de plus en plus puissantes. Mais est-ce que vous êtes certain ce matin que justement ce que recommandent les deux économistes que vous avez cités va finir par intervenir? C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, il va falloir... parce que c'est votre combat depuis des années, je parle de combat intellectuel. Est-ce que vous croyez que est-ce que vous voyez arriver ce que vous prédisez? Je ménage deux scénarios. Je dis qu'il y aurait en effet un scénario où la Banque centrale deviendrait une banque centrale comme les autres. Mais cela, les Allemands, la Bundesbank et le tribunal constitutionnel de Karlsruhe n'en veulent pas. Et puis il y a l'autre solution qui permettrait d'aller vers une grande Europe, d'agglomérer l'Angleterre et la Russie et d'autres pays encore à une Europe à 28 qui est trop petite, parce que l'Europe à 28 ne nous permet pas de peser vraiment dans les affaires du monde. Et elle nous ligote, nous la France. Et il faut bien comprendre que l'Europe que nous avions conçue, l'Europe à 6 au départ, que la France dominait, n'est plus du tout l'Europe actuelle. C'est l'Allemagne qui est en position centrale et décisionnaire. D'ailleurs, vous donnez un chiffre, c'est que l'industrie et le commerce extérieur, enfin tout le monde le connaît, ce chiffre, c'est pas d'ailleurs une manière de vous enlever des qualités, mais c'est 2,5 fois supérieur au nôtre. Alors, ce que je vous propose, Jean-Pierre Chevènement, puisqu'on parle de l'Allemagne, vous allez rencontrer dans un instant quelqu'un qui connaît bien l'Allemagne, qui parle allemand couramment, qui a fait ses études en Allemagne, c'est Luc Ferry. Nous allons donc marquer une pause de publicité, écouter le rappel des titres et la revue de presse. Et si vous avez un peu de temps, vous restez ici. Luc va nous rejoindre car nous sommes vendredi sur l'antenne de Radio Classique. Tout de suite, merci à nos camarades d'LCI.